merci mesdames, je suis ravie de voir une représentation féminine à 100% sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi, un grand plaisir. Par contre, le topo en 15 minutes, ça va être un peu une course, donc je vais essayer, sans perdre de temps, de vous parler et d'être obligé d'extraire les idées principales en ce qui concerne le diagnostic étiologique et pronostic des cardiomyopathies hypertrophiques. De quoi parle-t-on ? La base de notre réflexion, c'est l'hypertrophie. C'est l'hypertrophie, c'est-à-dire une augmentation de l'épaisseur pariétale myocardique, quelle que soit la paroi. Et cette hypertrophie ne peut pas s'expliquer par des conditions de charge anormales, l'hypertension, le RAC. Donc, première des choses, vous êtes devant une hypertrophie, il faut déjà exclure tout ce qui est lié à une surcharge de pression. Et puis, pour faire très simple, eh bien, je pense que c'est une bonne idée que de séparer ces cardiomyopathies en deux groupes totalement différents. La cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, génétique, avec des mutations liées au sarcomère, c'est-à-dire au muscle myocardique, et le cœur est le seul organe atteint. Il n'y a rien d'autre que le cœur. Ça, c'est vraiment très important. Parce que vous allez faire une espèce d'enquête à la Sherlock Holmes où vous allez accumuler des alibis pour arriver à un diagnostic soit de cardiomyopathie hypertrophique primitive, soit à une cardiomyopathie hypertrophique secondaire, c'est-à-dire que le cœur est un des organes qui va être atteint, et ça sera à vous d'aller, en fonction d'autres arguments qu'on va essayer de décliner rapidement, qui va vous amener à autre chose que du sarcomère. Alors effectivement, les cardiomyopathies qui atteignent d'autres organes, eh bien, ils sont dominés chez l'adulte, et on ne parlera que l'adulte, de l'amylose et de la maladie de Fabry. Effectivement, que les cardiopédiatres m'excusent, je n'ai naturellement pas le temps de faire une liste détaillée des cardiomyopathies hypertrophiques de l'enfant. Ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que c'est des cardiomyopathies extrêmement sévères qui dépassent bien sûr la cardiologie du quotidien. Vous aurez peut-être à rechercher une cardiomyopathie hypertrophique dans les ataxies de Friedreich, vous savez, mais le patient est dominé par des malformations et vous voyez tout de suite que le cœur est un des organes atteints. Et puis les syndromes malformatifs comme le Noonan ou la maladie de Léopard, où vous avez des patients qui sont couverts de points de rousseur. Donc tout ça, naturellement, ça ne fait pas partie de notre débat d'aujourd'hui. Un mot sur les cardiomyopathies mitochondriales. Je vous en montre un exemple parce que c'est quand même assez spécifique avec cette espèce d'hypertrophie très diffuse prédominant à la pointe. Mais là également, vous êtes attiré par d'autres éléments évidents cliniques, des myoclonies, une ataxie, une myopathie, un retard neurosensoriel, etc. Donc ça, je passe. Alors de quoi s'agit-il ? On vous parle d'hypertrophie. Alors, est-ce que ce malade est vraiment hypertrophié ? Première chose à faire avant d'aborder quelque origine que ce soit, est-ce que vous avez vraiment affaire à une hypertrophie de paroi ? Et là, je vous montre un exemple assez caricatural. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez ma main, là, oui. Vous avez deux échos, je dirais, qui vont vous polluer un peu votre image, qui est la bandelette inciforme du ventricule droit et qui est un tendon qui est très échogène ici, qui double la paroi postérieure du septum. Alors bien sûr, si vous prenez cette mesure qui inclut ces deux structures, vous allez avoir 18 mm. Donc là, ça va vous interpeller. Mais surtout, quand vous avez ça, essayez de retourner à l'image de base longitudinale, de dégager vos structures pour être sûr de ce que vous mesurez. Il n'y a rien de pire, je dirais, que d'annoncer à un patient qu'il a une cardiomyopathie hypertrophique, d'autant qu'il est jeune, alors que c'est faux. Donc faites très attention à vos mesures, recommencez, changez d'incidence, regardez un peu partout, puis surtout regardez autre chose que le ventricule, mais ça, on va y revenir. Donc première cause d'erreur majeure, c'est les erreurs de mesure. Alors, ensuite, le sportif. C'est vrai que c'est toujours un débat, ah oui, l'hypertrophie du sportif, etc. Mais il y a déjà toute une population que vous allez exclure, c'est les femmes. Les femmes, elles ont
exceptionnellement ou même jamais d'hypertrophie supérieure à 12 mm. Donc la seule population qui va vous poser problème, c'est les jeunes athlètes, généralement d'origine africaine, noire, et qui peuvent avoir une hypertrophie, mais vous voyez que ça représente que 3% des cas. Et puis il y a bien d'autres choses, c'est-à-dire que le ventricule ne va pas être celui d'une CMH, il va être dilaté, il ne va pas y avoir d'anomalie de pilier, et il va y avoir une performance myocardique excellente, la VO2. Enfin, vous avez beaucoup de moyens de vous en sortir, mais méfiez-vous de l'électrocardiogramme, en particulier chez les jeunes athlètes africains qui ont des troubles de la repolarisation. Et combien de fois on a été très troublé par ces aspects quand on ne les connaît pas et faire porter à tort le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. Donc j'en reviens aux deux grandes pathologies qui vont nous préoccuper dans notre quotidien. Les CMH sarcomériques, ce sont des mutations génétiques qui touchent le myocyte. Il y a beaucoup de mutants, différents composants qui vont atteindre les composants du sarcomère. C'est une affection autosomique dominante, mais ça vous le savez, avec une prévalence qui est importante, 1 pour 500. Et c'est, en théorie, la première cause de mort subite, d'où notre attention qu'on porte à ces patients, d'autant qu'ils sont jeunes, avec généralement un contexte familial, et ça c'est l'enquête que vous allez mener. Mais ça ne touche que le cœur, maladie exclusivement du sarcomère. Alors, quelle est la définition de l'hypertrophie dans ce cas-là? C'est défini par une hypertrophie pariétale supérieure à 15 ou égale à 15 mm d'un ou de plusieurs segments myocardiques mesurés par quelque technique que ce soit l'écho, l'IRM, le scan, ce que vous voulez, et une hypertrophie qui, je vous le répète, ne peut pas s'expliquer par d'autres éléments comme un RAC, une hypertension. Attention, chez les apparentés, quand vous faites une enquête familiale, on baisse le seuil à 13 mm. Et naturellement, c'est valable que pour l'adulte. Chez le jeune adolescent ou le jeune tout court, ce n'est pas le cas. Alors là, je vous ai mis exprès 3 cas où là, tout le monde dans la salle a fait le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique a priori après enquête sarcomérique. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est l'épreuve d'effort en dégageant un gradient qui va nous permettre de faire le diagnostic. Et là, il n'y a quasiment pas d'hypertrophie avec un énorme pilier qui vient s'insérer sur le septum et qui, lui tout seul, est responsable de l'obstruction. Donc, vous voyez, premier message important, polymorphisme. Des fois, vous posez la sonde, ça y est, le diagnostic est fait, vous avez tout qui va, c'est parfait. Mais dans d'autres fois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'écho, d'accord, mais il faut regarder le reste, bien évidemment. Interrogez votre patient, est-ce qu'il y a une notion de mort subite ou de mort inexpliquée dans la famille? Regardez l'électrocardiogramme et naturellement, faites de l'imagerie. Alors, je ne vais pas vous parler de l'IRM parce qu'il y a un orateur qui va me succéder et qui va en parler, mais dans le moindre doute, il va falloir que vous vous aidiez d'autres choses que l'écho, IRM et scanner et l'électrocardiogramme. Je reviens vraiment beaucoup là-dessus. Alors, le premier élément essentiel, c'est de mesurer de façon très précise votre myocarde, parce que l'épaisseur myocardique est en lui-même un facteur de risque. Quand vous avez une épaisseur supérieure à 30 mm, eh bien, c'est un facteur de risque qui va rentrer dans votre score de risque pour ces patients, dont je vous rappelle que l'une des complications majeures, c'est la mort subite, ou en tout cas les troubles du rythme ventriculaire gauche. Alors là, effectivement, on va y revenir, il faut de l'IRM, parce que si vous avez un doute sur votre mesure, en particulier si l'hypertrophie intéresse une paroi qui sort d'une bonne résolution, comme la paroi latérale, eh bien, vous pouvez passer à côté. Donc, une fois de plus, polymorphisme et hétérogénéité de la distribution de l'hypertrophie. Donc, avoir une mesure précise, 30 mm, souvenez-vous de ce seuil qui est vraiment important. Et puis, si vous n'y arrivez pas, passez à l'écho, à l'IRM. Et attention, quand vous faites des enquêtes de transmission génétique de la maladie, vous pouvez ne pas avoir d'expression phénotypique de l'hypertrophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un apparenté qui est porteur de la maladie génétique, que vous le sachiez parce qu'il y a eu une enquête génétique au préalable, ou que vous ne le sachiez pas, et qui n'exprime pas l'hypertrophie
au moment où vous l'examinez, c'est-à-dire à l'adolescence ou jeune adulte. Alors c'est très important parce que ne vous hasardez pas à dire « Oh, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'hypertrophie, il n'est pas porteur de la maladie ». L'expression de la maladie peut être tardive. Et regardez dans votre mémoire les cardiomyopathies hypertrophiques que vous avez, en dehors de ceux de l'enfant qui sont gravissimes, eh bien l'expression de la maladie, sur le plan échographique en tout cas et au niveau hypertrophique, eh bien c'est beaucoup plus tardif. C'est des adultes de 30, 40, 50 ans. D'où la nécessité de surveiller les patients, premièrement avec un interrogatoire, rechercher sur 3 générations s'il y a des antécédents, si vous pouvez les retrouver, faire des électros, l'électrocardiogramme peut être la première expression de la maladie, faire des holters, et puis suivre ces patients 1 à 2 ans chez les adolescents et de 3 à 5 ans chez les adultes. C'est une échographie tous les 3 ans, c'est bien, et puis bien sûr l'enquête génétique. Alors cette hypertrophie de paroi, eh bien, elle s'associe à autre chose. Donc il faut regarder autre chose que le ventricule. Et c'est ces alibis-là, mis les uns avec les autres, l'électro, l'interrogatoire, les antécédents, qui vont vous amener peut-être à ce diagnostic, en tout cas à le supposer. Tout d'abord, les anomalies mitrales, ça c'est très important parce qu'elles font partie de la maladie. Elles surviennent même chez le sujet très jeune. Les gens naissent comme ça, avec des malpositions des piliers qui vont rapprocher et faire basculer tout l'appareil mitral vers le septum. Les feuillets, ça serait bien que je puisse activer ça. Ça ne va pas marcher. Toc. Alors croyez-moi sur parole, je ne vais pas perdre de temps. Les anomalies des feuillets, merci beaucoup. Alors ce fameux SAM, ce mouvement systolique antérieur mitral, dont l'explication est un peu complexe, ce n'est pas simplement ce mouvement passif, c'est lié généralement à des anomalies anatomiques et à l'obstruction. Des dystrophies très importantes de la valve mitrale qui vont faire obstruction par l'excès tissulaire dans la chambre de chasse. Des petites valves qui sont très hautes en hauteur et qui viennent propulser tout l'appareil mitral contre le septum basal. Des faux tendons qui viennent cravater la base de la valve antérieure mitrale en créant un véritable chenal sous-aortique. Toutes ces anomalies vont vous faire penser à du sarcomère, mais peut-être aussi il peut y avoir des formes un peu, des sténoses sous-aortiques congénitales qui peuvent parfois être mises en cause. Et puis surtout, n'hésitez pas à ce moment-là, quand vous avez ces anomalies mitrales, parce qu'il faut les connaître, c'est vraiment important, faites du scan, c'est plus sensible, je dirais, que l'IRM, pour mettre en évidence, vous voyez ici ce faux tendon très important, très peu d'hypertrophie, de l'obstruction, et vous retrouvez à l'IRM, au scanner, ces très belles images. C'est fondamental parce que ça va changer complètement votre façon de gérer vos patients. Si les anomalies mitrales sont prioritaires dans la genèse de l'obstruction, eh bien, ça sera une mauvaise indication, par exemple, pour faire une alcoolisation septale. L'obstruction, cette fameuse obstruction, je vous ai montré au début toute une série de patients, une très hypertrophique qui n'était pas obstructive et qui va évoluer petit à petit vers de l'insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme, et puis des formes qui sont peut-être moins hypertrophiques mais où la mitrale peut être à l'origine de l'obstruction. Ce gradient, il faut naturellement le rechercher. Si vous l'avez d'emblée et qu'il est permanent, je dirais que c'est facile. Cet aspect en gamme de sabre qu'il ne faut pas confondre avec l'insuffisance mitrale. Vous savez qu'il y a de l'IM dans les obstructions et souvent, si on ne se cale pas bien sur la voie d'éjection, on risque de prendre l'insuffisance mitrale pour l'obstruction et alors là, on atteint des gradients qui ne sont pas compatibles simplement avec la vie. Donc faites très attention à ça. Je reviens en arrière, pardon. Ça peut être inconstant d'un jour à l'autre, je dirais presque d'une minute à l'autre. Donc il ne faut pas hésiter à faire des manœuvres de provocation. Ça peut être un simple valsalva, surtout pas de nitrite d'amyle comme on le faisait avant. Ça peut être en poste extrasystolique et puis surtout ça peut être à l'effort. Donc il faut vraiment faire de l'écho pair-effort pour voir apparaître ce gradient. Et cette slide qui est très ancienne mais qui montre qu'il y a environ il y a 33% de... Ça y est, j'ai fini déjà ? Non. Bon, alors je vais me dépêcher. L'obstruction fondamentale, elle fait partie aussi des facteurs de risque. La taille de l'oreillette gauche, vous voyez, ça c'est une jeune femme qui a révélé sa maladie par un AVC sur une fibrillation atriale. L'hypertrophie est modeste et pratiquement la seule manifestation, c'était une dilatation de l'oreillette qui elle-même également fait partie des facteurs de risque. Le strain, je n'ai pas le temps de poursuivre, mais la valeur propre du strain est considérée également comme un facteur de risque.
lorsqu'il est inférieur à moins 14%, même avec une fraction d'éjection normale. Les formes atypiques, les formes apicales, qui ne sont pas toujours faciles à voir à l'écho parce que c'est très proximal. Vous avez l'IRM qui vous permet là bien sûr de voir, le strain qui est tout à fait étonnant avec ce gradient mais de la pointe à la base ici. Les formes d'anévrisme apicaux, pas très bien connus, vous voyez ici il y a un thrombus, mais qui sont un facteur de risque indiscutable puisqu'ils sont susceptibles d'entraîner des AVC, comme dans le cas de ce patient, ou des troubles rythmiques, donc qui ont été réintroduits pour les scores de risque. Très vite, les scores de risque, eh bien, cette publication de 2014 qui reprend donc l'âge, la syncope, les tachycardies ventriculaires non soutenues, les morts subites familiales, les 3 paramètres échos, le gradient, l'épaisseur supérieure à 30 et la taille de l'oreillette gauche en centimètres en l'occurrence. Donc quand vous avez, c'est toujours facile la vie, quand tout est positif, si vous avez plus de 6 de facteurs de risque, eh bien c'est une indication probable à mettre un défibrillateur, et lorsque c'est inférieur à 4, vous êtes un peu dans le gris, et actuellement on a rajouté le rehaussement tardif dont on vous parlera, qui est fondamental dans l'évaluation du risque, et cet anévrisme apical qui avait été négligé par le passé. Alors, en 2 minutes, vous vous rendez compte, ça va être impossible. Je vais vous traiter de l'amylose. Alors, la différence fondamentale, bien sûr qu'on peut avoir des doutes sur les malades, surtout quand on ne les connaît pas, qu'on ne connaît pas le contexte. Eh bien, ces amyloses, le diagnostic en est difficile, certes, mais là, c'est l'enquête. D'autres organes sont atteints, donc ça c'est vraiment très important. Alors au stade d'insuffisance cardiaque hypertrophique restrictive, je ne dirais pas que c'est trop tard, mais on essaye de faire un diagnostic beaucoup plus précoce, parce que c'est important dans la mesure où on a un traitement maintenant, et ça Thibaut va vous en parler après. Donc on essaye de faire le diagnostic le plus précocement possible parce qu'on a un traitement spécifique, et surtout les traitements classiques de l'insuffisance cardiaque sont contre-indiqués ou vont aggraver la maladie, en particulier les bêta-bloquants. 3 types, l'amylose AL, l'amylose à la transthyrétine, divisée en 2 groupes, l'amylose héréditaire avec des populations particulièrement atteintes, comme les populations africo-américaines ou les populations portugaises, et puis cette amylose sauvage, systémique, sénile, qui atteint les sujets âgés. On a dit que c'était l'Alzheimer du cœur, et c'est vrai qu'il y a à peu près un quart des patients de plus de 80 ans avec une prédominance masculine qui sont porteurs d'amylose. Alors, qu'est-ce qui va vous alerter, vous, en tant que cardiologue, en cabinet ou à l'hôpital, l'écho étant naturellement le premier, en première ligne? Eh bien, ce qui va vous attirer, c'est l'épaisseur. Là, le seuil est à 12 mm, c'est vraiment ce qui doit vous alerter, surtout en fonction du contexte. L'hypertension est marquée, pas des fois tout le temps très importante, supérieure à 12, concentrique, harmonieuse. Ça touche aussi le ventricule droit, vous voyez sur cette image. La fraction d'éjection est préservée. Et puis d'autres choses comme l'épaississement, l'épanchement péricardique, ça doit vous alerter, l'épaississement du septum atrial, et puis les anomalies valvulaires, la brillance myocardique qui est souvent tardive, la dilatation auriculaire, tous ces éléments doivent vous attirer. Et enfin et surtout, l'altération de la fonction, la contraction longitudinale. Si vous mettez une barre ici, vous allez voir que votre septum ne va pas bouger, ce qui va se traduire par une onde S' à l'anneau inférieure à 5 cm. L'électrocardiogramme avec le microvoltage, mais qui n'est pas constant. Et puis, bien sûr, à une phase plus tardive, un aspect restrictif, et ce strain dont on parle beaucoup avec cet aspect en cocarde, cet apical sparring, c'est-à-dire ce gradient de déformation entre la base où tout est fondré et la pointe. Ce strain, il est vraiment spécifique, mais il n'est pas constant, et il est aussi un élément pronostic péjoratif. Plus le strain est altéré, plus la maladie est grave, et même parfois sous traitement, mais peut-être que Thibaut nous en parlera, on a une diminution ou en tout cas un arrêt du strain. Alors, votre enquête à vous, votre enquête ça va être les éléments extra-cardiaques. Les éléments cardiaques, c'est sûr, c'est notre métier, malade qui est essoufflé, malade qui fait de la fibrillation atriale, mais vous allez me dire, chez un patient âgé, c'est quand même
extraordinairement banal, le malade qui a un pacemaker parce que ça touche les voies de conduction, ça c'est notre job et on sait faire. Mais ça peut être bien autre chose, ça peut être des atteintes musculo-squelettiques, alors le canal carpien, le canal lombaire étroit, les ruptures spontanées du biceps, les hématomes périorbitaires, la macroglacie, vous voyez qu'on s'y perd un petit peu, ça peut être des polyneuropathies, c'est des fois des neurologues qui vont vous envoyer les malades avec des douleurs des extrémités, des paresthésies des membres, des extrémités. Alors après, on vous dit une baisse de la fonction musculaire, bien sûr, mais à cet âge-là. Et puis, les dysfonctions autonomiques, c'est-à-dire des hypotensions orthostatiques, des malades qui sont hypertendus et qui, tout d'un coup, non seulement vont être normotendus, mais vont se casser la figure, quoi. Donc ça doit également, ces petits signes les uns avec les autres vont vous amener peut-être à le suspecter. Et puis, le grand débat actuel, c'est sténose aortique et amylose cardiaque, j'en ai plus pour très longtemps. Eh bien, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait au moins 15% de la population de RAC qui était porteur d'amylose. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber, ça veut dire qu'il faut traiter les deux problèmes à la fois. C'est-à-dire ta vie, attention, les insuffisances aortiques sont très mal tolérées chez ces malades. Ce sont des malades qui sont souvent très hypertrophiés, biventriculaires, avec un phénotype un peu particulier de bas débit, bas gradient, et qui, vous voyez un exemple ici, vous aviez le RAC, vous aviez l'anomalie mitrale restrictive, vous aviez le strain, tout était concordant. Et donc ces patients, il faut y faire attention parce que leur mettre un TAVI, si vous ne suivez pas le reste, eh bien c'est un peu peine perdue. On arrive au diagnostic avec deux examens fondamentaux que vous pouvez faire très facilement en ville. Ce n'est pas besoin de l'hôpital pour ça. Bien sûr, l'amylose AL est une urgence, puisque le traitement va être spécifique et donc vous allez faire une recherche de gammapathie. Vous avez sur le beau site de réseau amylose des ordonnances qui sont téléchargées et que vous pouvez faire immédiatement. Et puis la scintigraphie. La scintigraphie, c'est un examen osseuse, c'est un examen très facile à avoir, plus facile qu'une IRM, où vous allez avoir une fixation extrasquelettique du marqueur avec des atteintes, avec ce qu'on appelle le score de Perugini, où vous allez avoir des atteintes plus ou moins marquées du fixateur sur le cœur, ce qui est complètement anormal. Donc avec ces deux éléments, vous aurez d'une part éliminé l'urgence qui est la gammapathie, et qu'il faut envoyer tout de suite dans un service adapté, et puis la scintigraphie osseuse qui va vous dire « Ah, tiens, c'est peut-être une amylose, qu'elle soit à transthyrétine génétique ou qu'elle soit acquise sauvage. » Et avec ça, vous allez, je n'aurai probablement pas le temps de vous en parler plus en détail, vous allez pouvoir screener les malades qui ont une scintille négative, ceux qui ont une scintille positive, ceux qui ont des tests positifs, et vous irez progressivement vers un diagnostic. Si vous n'avez rien, ni la scintille, ni les tests hématologiques, eh bien vous êtes à peu près tranquille. Et puis petit à petit, en fonction du score de Perugini et de la négativité de vos tests hématologiques, eh bien vous allez vous orienter vers une amylose. Peut-être que vous aurez besoin d'une biopsie, d'une preuve histologique et naturellement d'une enquête génétique pour savoir ce à quoi vous avez affaire, transthyrétine génétique ou acquise. En un mot, vraiment en un mot, le Fabry. Le Fabry, c'est une maladie très rare. Vous avez 1 sur 50 000, alors que la CMH, c'est 1 sur 500. Il n'y a pas photo. C'est des maladies très, 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 très rares, mais qui ont un traitement. Donc, autant en faire le diagnostic. C'est transmis par le chromosome X, donc il n'y a pas de transmission homme à homme. C'est une mutation du gène GLA, donc avec un déficit de l'alpha-galactosidase lysosomale. Et là aussi, c'est une maladie multisystémique. Il y aura d'autres éléments qui vont vous orienter. Chez l'homme, vous allez faire le dosage de l'alpha-galactosidase qui va être abaissé. Chez la femme, c'est un peu plus piégeant parce qu'elles peuvent rester asymptomatiques, parce qu'elles peuvent avoir un taux d'alpha-galactosidase qui est normal. Donc tout ça, ça peut se faire en ville, ce n'est pas des examens compliqués. Et puis les fameux red flags, c'est-à-dire les anomalies rythmiques, l'IRM. Alors là, l'IRM dans le Fabry, c'est très important, on vous en reparlera avec le T1 mapping. Et puis les éléments associés, les angiokératomes, les dolichoectasies du tronc basilaire, les insuffisances rénales, enfin des tas d'éléments qui sont tout à fait inhabituels dans du sarcomère. Donc en conclusion, affirmer le diagnostic de cardiopathie hypertrophique, c'est d'abord important, ne pas vous tromper dans les mesures. Ça a l'air d'être un peu trivial ce que je vous dis, mais c'est
l'expérience qui parle, hein, le nombre de patients qu'on vous envoie pour une cardiomyopathie hypertrophique qui n'en sont pas, différencier les hypertrophies secondaires, hein, comme l'HTA et exceptionnellement chez le sujet noir, le sportif. En ce qui concerne la CMH sarcomérique, c'est une maladie uniquement du muscle cardiaque et bien sûr l'écho est en première ligne, mais vous allez avoir besoin d'autres imageries, d'abord d'interroger l'électrocardiogramme, n'oubliez pas, l'épaisseur pariétale, facteur de risque supérieur à 30, l'obstruction supérieure à 50, qui sont des facteurs de risque, de même que la taille de l'OG, le strain qui va également être un facteur pronostic, et puis n'oubliez pas les anomalies mitrales qui sont fondamentales et qui vont vous réorienter souvent les diagnostics. Intérêt de l'imagerie complémentaire, ça on va vous en parler, en particulier le rehaussement tardif pour la stratification du rythme et de savoir s'il va falloir mettre un défibrillateur ou pas à votre patient s'il a des troubles du rythme ventriculaire. La stratification du risque, donc on a rajouté depuis peu, les Nord-Américains ont rajouté l'IRM qui manquait affreusement aux premières recommandations qui datent de 2014, l'anévrisme apical. Et en ce qui concerne les CMH systémiques, naturellement l'amylose en premier lieu, en fonction du contexte, qu'il soit ethnique, en fonction de l'âge également, et deux urgences, éliminer formellement une amylose AL, faire deux examens, donc recherche d'amylose AL et la scintigraphie osseuse qui va vous permettre de faire votre tri dans tout ça, et exceptionnellement le Fabry. J'ai fini, et puis pour ceux qui ont un peu de temps, je vous invite à venir avec moi après la session, et puis on va regarder tous ces aspects de cardiomyopathie hypertrophique, et ceux qui gagnent tous les diagnostics, je leur offre l'apéro à midi. Voilà.